broadband damage plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui en super compagnie, Monsieur Philippe. Salut Alex, ça va? Ça va bien toi? Ouais, très très bien. Content d'enfin pouvoir faire notre gros épisode ensemble. Ouais, Et ça fait longtemps et effectivement on va faire ça fait quasiment 2 semaines qu'on le repousse. Ouais, en plus, je pense que ça fait plus que 2 semaines. On a eu, voilà, t'as changé de boulot, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. J'ai eu beaucoup de travail aussi, Ouais, mais c'est voilà. ça, ça donne, ça a l'air de, tu sais, dans les heures de 2 heures, là, j'ai pas mal fini, là, fait qu'il va falloir qu'on check ça, comment Ouais, on ouais, va s'arranger, là. trouver un nouveau rythme. Yes, mais on va être capable, on trouve toujours une solution. Ouais, exact. Et Philippe, aujourd'hui, gros épisode Ouais, des balades meurtrières, ton concept que exact. tu nous as amené. Aujourd'hui, on modifie un peu le concept, Ouais, on parle d'une chanson, mais de 2 histoires dans cette chanson-là, une ouais, entrevue. Je- exact. Donc, on va parler d'un groupe qui s'appelle Extérieur. Yes, Donc, gros qui est groupe. ouais, c'est un groupe que tu aimes beaucoup, alors que j'ai découvert grâce à toi, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, t'as aimé ça pour Ouais, les... j'ai vraiment aimé. J'ai pas écouté toute la discographie, mais j'ai écouté quand même pas mal de choses. D'abord, j'ai écouté, la première que j'ai écoutée, ça s'appelait Bonhomme 7 heures. Ouais, une vieille Euh, chanson. ouais, et alors, le Bonhomme 7 heures, il n'existe pas en Europe. OK, Mais bon, là, grâce au podcast québécois, je connais le personnage le du Bonhomme concept. 7 heures. Voilà. J'ai vu que c'était aussi leur morceau le plus écouté sur Spotify. Ça, les Whippets. Ouais, Qui représentent plus ou moins le groupe. Selon moi, le son du groupe est plus mature, mettons, que la chanson des Whippets, mais ils sont très ouais. étiquetés avec cette chanson-là au Québec, là. Et j'ai vu ils avaient adouci leur style depuis 2014 aussi. Mais en tout cas, c'est un groupe qui a été créé en 92, hein, donc c'est un groupe qui a quand même pas mal d'années. Mais ils n'ont fait Mhm. leur premier album en 2003. Ouais, Donc, ils ont attendu 11 ans, ils ont beaucoup tourné, je pense, hein, ils ont fait beaucoup de concerts. vous êtes ici en 2003. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est un groupe qui vient d'un endroit qui s'appelle l'Île Bizarre. J'adore le nom, moi je connais pas évidemment, mais C'est c'est une pas loin de région de Montréal. Montréal. Ouais, je vois, j'ai regardé sur la carte. Et alors, ils sont connus pour un album en trilogie. C'est pas vraiment un triple album parce que les 3 albums ont été sortis à des moments différents. Donc, il s'appelle l'album Monstre, en 3 parties. Donc, il y a Le Complot, La Trappe et Feu, Vol, Vandalisme. Et donc, ici, on va parler d'un morceau qui vient de la première partie de l'album Monstre, donc la partie qui s'appelle Le Complot. Mhm. Et, c'est une chanson qui s'appelle Le Seigneur des Agneaux. Yes. C'était le fun, l'album Monstre, là, comment que c'était fait. Comme la première partie était disponible physiquement, Mhm. la deuxième partie en téléchargement, puis la Ouais. troisième partie, c'était seulement en spectacle. Ah, c'était seulement en spectacle, hein, ouais. Ouais, Ah, dans ça, le temps, puis ouais. après ça, ils ont sorti un genre de coffret spécial métallique, là. J'aurais dû aller le chercher, je l'ai. Mais Mhm. pour les 3 parties, puis tout ça, un super concept qu'ils ont fait. Ouais, mais vraiment, enfin, voilà, il y a beaucoup de. Ouais, c'est très conceptuel, il y a pas mal d'intelligence, des paroles qui sont assez intéressantes. Et puis alors, c'est un groupe avec. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par ce groupe. Oui. Il y a un seul membre fondateur qui est encore actif, hein, dans le groupe, qui s'appelle Daniel Méran, c'est comme ça qu'on prononce, hein, qui Yes, est, Dan. qui est un batteur. Et voilà, donc en tout cas, moi j'étais très, très emballé par cette chanson. Donc je rappelle le titre, hein, c'est Le Seigneur des Agneaux. Et c'est vrai qu'il parle de 2 affaires différentes. Alors, je vais te laisser raconter la première à partir des paroles qui ouvrent ce morceau. C'est Yes. un dernier souffle poussé sur le chemin du retour et Tim McLean devient l'appât du vautour. Alors, tu vas nous parler de Tim pauvre McLean. Tim McLean. Eh oui, le défunt Tim McLean qui a été quand même, on va
Trigger warning. Oui, ouais, C'est ouais. rare qu'on fait ça sur le podcast, là, mais là, on va parler de cannibalisme, Ouais. on coupe des têtes, tout un beau mélange d'une belle psychose. Là. Exactement. Et dans la partie que je vais raconter, c'est pas mieux. Non. Voilà, il y aura du viol, de la drogue. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est deux bons cas qui ont fait beaucoup parler au Canada. Mhm. Tim McLean, qui est le défunt Tim McLean, son nom est Timothy Richards McLean Jr., qui est né le 3 octobre 1985 à Victoria, en Colombie-Britannique. Mais il a grandi à Winnipeg. OK. Un peu plus proche Mm. de notre bord. Il est connu pour être un homme très charismatique, excentrique, puis très magnétique. Tu sais, les gens sont prêts Attiré. à attirer, très attirés vers lui, de rentrer en contact avec lui. Ça a l'air de la façon que le monde le décrive, ça avait l'air d'un homme très sympathique. Mhm. Il est, c'est comme je dis, il est très sociable. Il n'y avait pas vraiment d'attache, mettons. C'est un gars qui aimait beaucoup changer d'endroit, de changer de job. Tu sais, il gardait jamais les jobs très, très longtemps. Puis, la vie amoureuse aussi, c'était pas la chose la plus stable. Mais il a fini par être en couple avec une Colline, sa femme qu'il connaissait depuis quand même un petit moment. Puis, ils ont fini par se marier, avoir deux beaux enfants ensemble. Puis, non, excuse-moi, je viens de scraper ça. Ils allaient se marier. Il y avait Ah, elle avait deux enfants d'un d'accord. ancien mariage. Puis, en 2008, elle allait annoncer à Tim qu'il allait être papa, lui aussi, de son tour. D'accord. Excuse-moi, je me suis un petit peu Mais entremêlé non. dans mes notes. Euh, il avait fini par se trouver une job qui faisait pas mal son affaire à Team qui était dans les fêtes foraines. Fait que, tu sais, un gars qui a pas trop d'attachement, qui aime ça, se promener, c'est comme le genre de job parfait où ce que tu te promènes de ville en ville, de région en région. Puis lui, il a fait une tournée avec la fête foraine en 2008. Qui, rendu, lui, comme ils font une tournée un peu, ils partent de Winnipeg, puis ils descendent vers l'ouest canadien. Puis lui, rendu à Edmonton, il a décidé que c'était assez, lui. C'était le 30 juillet 2008. Il a décidé que c'était assez, puis qu'il voulait retourner chez lui à Winnipeg. Fait qu'il prend l'autobus 1170 en direction de la compagnie Greyhound à minuit en direction de la maison. Il y a environ 24 heures de route entre Edmonton, sa position, ce qui prend l'autobus, et Winnipeg. Un ami qui il avait offert de lui payer un billet d'avion pour pouvoir faire ça plus rapidement, mais lui, c'est un gars modeste qui dit « Ah non, je veux pas avoir trop d'aide de tout le monde. » Puis en même temps, ça va lui permettre de décanter de la tournée, de la fête foraine durant le 24 heures, rentrer chez eux la tête calme et reposée. Dommage hein, qu'il n'ait pas pris l'avion. Avoir su, j'imagine qu'il aurait pris, qu'il aurait pris un petit billet d'avion. Mais à 18h55, l'autobus arrête dans une petite ville du Manitoba où un seul passager embarque dans l'autobus. Un homme d'une quarantaine d'années, grand, chauve, qui s'appelle Vincent Lee. Ouais, il est cité dans la chanson hein, d'Extérieur, j'ai vu. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils se sont pas gênés pour nommer Mhm. un peu ce qui se passe là, dans leur chanson. Puis, tu sais, si on regarde aussi, tu sais, propos de ton histoire à toi, si on regarde, ça, on en a parlé avec Dan dans l'entrevue un peu, mais, tu sais, il y a un message aussi au début du clip, ou c'est à la fin, là, mais il me semble que c'est au début du clip. Il y a un message qui dit aussi de quoi la chanson parle. Pour eux, c'était important, tu sais, parce qu'on compte les moutons, tu sais. Puis les Oui, moutons représentent quelque chose. oui, Puis pour eux, c'était important parce que, tu sais, leur public cible à ce moment-là, ça partait, tu sais, de l'adolescence.
à 40 ans, mettons, là, leur public cible. Puis moi, je me rappelle que à 14-15 ans, je pense que le texte est assez bien écrit pour que tu comprennes tout de suite, malgré ton âge, un peu que c'est pas une chanson rose. Non, c'est ça. C'est bien écrit, il y a des belles formules, mais c'est vrai que parfois c'est très explicite. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, quand j'avais vu le clip, j'ai fait « Oh, c'est ça les moutons. » Je veux pas trop spoiler tout de suite, là, mais c'est ça les moutons, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est... Ça, en tout cas, c'est super bien écrit, puis c'était bien important pour eux autres que ça soit clair, tu sais. Ouais, ouais. Fait que qui est ce cher Vincent Lee qui embarque dans l'autobus au Manitoba? C'est Vincent. Ok, là je m'essaye. Vincent est chinois, fait que je vais m'essayer avec son nom de famille. Vincent Wingguan Lee. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. J'essaie pas de me faire un faux accent, j'essaie juste de prononcer les lettres qu'il y a. Est né le 30 avril 1958 à Dandong, en Chine. Il a obtenu un diplôme universitaire en... attends une minute. Il a obtenu un diplôme universitaire en informatique à l'université de Wuhan, Mhm. qui est devenu très populaire en 2020. Ben oui. Ce qui lui permet d'obtenir un emploi à Pékin comme développeur informatique. Puis, il a décidé d'immigrer au Canada pour voir un peu ce qui pourrait lui arriver ici, des opportunités d'emploi, puis tout ça. Le 11 juin 2001, et il a rencontré sa femme, Anna, à ce moment-là. OK. Fait qu'il est resté au Canada. En 2004, il enligne pas mal les petits boulots ici et là. Il y a de la misère à se trouver de l'ouvrage à cause de la barrière de la langue. Puis ça le fâchait quand même, cette barrière de langue-là. C'est quelque chose qui l'irritait quand même beaucoup. Tous les employeurs étaient d'accord pour dire qu'il était une personne vraiment travaillante, mais qui semblait jamais épanoui dans ce qu'il faisait. Mais il était pas capable de se trouver une job en informatique. Ouais. Fait que, tu sais, il faisait tout le temps des petits boulots étudiants, comme travailler dans une restauration rapide, travailler dans des petites shops ou quelque chose que c'est quand même dur de s'épanouir, mettons. Ouais, et frustrant quand tu as un diplôme universitaire en informatique et tout ça, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça. Là, il n'y avait pas un... Il y avait un diplôme, c'était pas... il n'y avait pas un doctorat, il n'y avait pas de maîtrise. Là. C'était vraiment comme... Il a fait un cours à l'université qui avait donné Ouais. un diplôme, là, juste pour être clair. Vincent commence à être suivi dans ces années-là un peu par un psychiatre, puis il est diagnostiqué schizophrène. OK. Fait que il a un petit peu de misère à suivre ses traitements. Il est pas très efficace sur la prise de médicaments. Il saute des journées. Des fois, il arrête complètement de les prendre pendant un certain temps. Puis, du jour au lendemain, il a décidé de partir sans rien dire à personne, en laissant un seul post-it à sa femme qui disait « Je m'en vais, cherche-moi pas, j'aurais aimé que tu sois heureuse. » OK. Fait que lui, selon lui, il cause le malheur des gens autour de lui. Il s'en va. Il sait pas, comme... On pourrait dire qu'à ce moment-là, la psychose commence à s'installer. Ouais. Ça me fait un peu penser, comme avec le décès de ma mère. Ouais. Ma mère, elle a commencé sa psychose peut-être une semaine ou deux avant de partir. Puis, elle est partie, puis quand l'idée est faite, puis... C'était décidé. Moi, je pense qu'elle est partie en Gaspésie, puis elle savait qu'elle ne revenait pas. Là, Ouais. Tu puis, m'avais raconté l'histoire, mais je ne savais pas qu'il y avait une psychose qui était... ben oui, c'est ça. Ma mère, elle, la psychose qui est arrivée, c'est qu'elle pensait que le monde entier allait faire une faillite à cause d'elle. OK. Puis, dans le fond, c'est son chum qui était très... c'était un pervers narcissique là, qui était très
à l'affût de ses finances. Ma mère faisait jamais assez d'argent, jamais jamais ça. D'accord. Ma mère avait une seule dette qu'elle pouvait faire un téléphone, puis c'était Ouais, réglé, ouais. là, tu sais. Ouais. Mais ça a tellement joué dans sa tête que ça l'a poussé à penser que le monde entier allait faire une faillite. Fait que, tu sais, comme là, ce qu'on peut voir avec Vincent, c'est que lui, il croit que, tu sais, son entourage est malheureux, puis c'est un peu sa faute à lui, tu sais. Ouais. Le 28 juillet 2008, il prend un autobus en direction de Winnipeg, mais pour une raison quelconque, il décide de descendre à Ericston, au Manitoba. Il y a un passant qui l'a croisé la nuit du 29 au 30 juillet. À 3 heures du matin, il est assis sur un banc de parc en fixant le vide. Il se rappelle de se dire qu'il avait de l'air vraiment étrange, pis pas très bien comme monsieur, puis qu'il a pas voulu rester dans l'entrée. Il a passé à côté, puis genre, je vais pas niaiser, ce monsieur-là a pas l'air d'être bien. Là. Ouais, c'est ça. Le matin du 30 juillet, Vince a fait encore une drôle de move en vendant son portable neuf à un adolescent pour 60$. OK. T'sais, là, il se débarque. D'après moi, à ce moment-là, Vincent, il a peut-être pas dans l'idée qu'il va malheureusement tuer quelqu'un, mais d'après moi, peut-être que s'il a l'intention de tuer quelqu'un, c'est peut-être lui. Là, il se débarrasse de ses choses, il s'en va, il s'arrange pour être loin de tout. Puis à 18h55, Vincent monte dans l'autobus 1170 en direction de Winnipeg et reprend son voyage. Après un arrêt dans la ville de Brandon, Lee, il s'était assis, quand il embarquait à Ericsson, Lee s'est assis dans l'avant de l'autobus, puis tout ça. Puis après l'arrêt pour aller aux toilettes, ramasser des nouveaux passagers à Brandon, Lee s'est déplacé, puis il a décidé d'aller s'asseoir dans le fond de l'autobus, où que notre cher ami Tim était assis, qui lui a gentiment laissé sa place en lui faisant un grand sourire puis lui disant qu'il pouvait s'asseoir à côté de lui et qu'il n'avait aucun problème. Tim, à ce moment-là, il s'est réaccoté quand que Vincent s'est assis à côté de lui, il s'est réaccoté sur la fenêtre, écoutant sa musique, en se rendormant pour le reste du voyage qui reste encore un bon petit moment à faire. Vers 20h30, durant que les passagers écoutaient le film à succès La légende de Zorro, soudainement, un cri d'horreur sort tout le monde de leur transport calme et tranquille. Sans aucune raison apparente, Vince a sorti un couteau de chasse et a commencé à poignarder Tim directement dans la gorge à plusieurs reprises de manière très robotique, que les témoins ont dit. C'est comme le gars, il est plus là. Il fait juste stabber dans qu'est-ce qu'il y a à côté de lui. T'sais. Qu'est-ce que ça doit être effrayant pour les gens qui sont autour, quoi. Et oui, de voir comme le vide dans le regard de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose comme ça. Là. Puis, là, c'est le début. Là. C'est malheureusement que le début. T'sais. Puis, les témoins ils ont commencé à crier, les passagers à crier au chauffeur de s'arrêter sur le bord de la route pour pouvoir débarquer puis essayer de se sauver là, s'il y a un malade dans l'autobus. Le chauffeur immobilise sur le bord de la route, tout le monde descend, mais après avoir sorti les passagers, Bruce, le chauffeur, il a tenté d'aller aider Tim. Mais quand il a vu le regard vide de Vince, il a dit « Moi, je descends avant que je sois le prochain. » Puis il a comme détourné le regard, il a vu Tim, puis il a dit « Il n'y a plus rien à faire là, pour lui. » Fait que tant qu'à risquer ma vie pour quelqu'un qui est déjà malheureusement décédé, ça vaut pas la peine. Fait qu'il décide de sortir de l'autobus, puis il barre la porte de l'autobus. OK. À ce moment-là, il y a un chauffeur de camion qui s'appelle Chris qui passait par la route, dans le fond,
avec son voyage. Puis il a vu que l'autobus était arrêté sur le bord avec tous les passagers en arrière. Fait qu'il a décidé d'arrêter pour voir ce qui se passait. Puis essayer de voir s'il pouvait aider quelqu'un, aider le voyage de passagers puis tout ça. En voyant, en voyant la situation, il est allé il y a comme de tout le monde qui panique sur le bord de l'autobus, il a décidé de rentrer dans l'autobus puis d'aller voir lui s'il pouvait faire quelque chose. Puis lui aussi, en voyant Vince, puis il a décidé de virer de bord, il est sorti, mais lui, pour être sûr que Vince ne sorte pas de l'autobus, parce que si t'as beau barrer l'autobus de l'extérieur, tu peux la débarrer de l'intérieur, mais il est allé chercher un pied de biche qu'il a mis dans la poignée des portes avant de l'autobus pour l'empêcher de sortir. Il y a un autre chauffeur de la même compagnie d'autobus qui s'appelle Benny, que lui aussi il a passé, il passait par là, que lui aussi a décidé d'arrêter, de lui aussi monter dans l'autobus, voir s'il pouvait faire quelque chose. Ouais. Et a décidé de redescendre suite à la même. Mais, par exemple, il est allé arrêter, tirer un bouton d'arrêt d'urgence sur l'autobus qui est à l'extérieur de l'autobus. Il a rebarré la porte avec le pied de biche. Puis comme ça, en tirant ce bouton-là, dans le fond, c'est le master de l'autobus. Fait que tout le système électrique ne fonctionne pas. Donc, l'autobus ne peut pas démarrer. OK. Fait que lui, il a dit que bon, au moins, il pourra pas s'enfuir avec l'autobus s'il essaie de s'enfuir. Puis là, il est pris dans l'autobus. Puis là, à ce moment-là, il y a aussi... Là, les gens ont commencé à appeler les autorités pour avoir de l'aide. Ça s'est fait à travers ce mélange-là. Mais la police n'est toujours pas arrivée. Il décide... Attends une minute, là, j'ai pas suivi note par note, là, fait que je suis un petit peu perdu quand il est rentré dans le... Ok, c'est... Attends une minute, là, calice, c'est allé vite. Il est... C'est ça, fait que vers 21h, la police et une équipe tactique est arrivée sur les lieux. Ils ont commencé aussi à créer un périmètre de sécurité à travers, pour protéger l'autobus, puis aussi prévoir de rentrer pour aller intervenir. Mais c'est à ce moment-là que Lee a décidé d'essayer de partir avec l'autobus. Alors, Benny avait bien fait. Oui. C'est là qu'on se rend compte que des fois, c'est une affaire que les deux autres chauffeurs, ils n'ont pas pensé. Puis que ça a sauvé peut-être une poursuite policière. Ouais. Et peut-être, qui aurait pu tuer d'autres vies aussi. Ils essaient de négocier, les policiers, avec Lee, mais ils voient que c'est impossible. Il répond qu'il va rester dans l'autobus pour toujours, que... Puis, durant les négociations, la psychose de Lee augmente d'un cran. À cause du stress, peut-être aussi. Sûrement. Là, il y a beaucoup de bruit. Il y a sûrement plusieurs fusils pointés sur lui. Puis, c'est ça. Puis, il comprend pas bien. Faut pas oublier la langue. Oui, la langue, oui. Puis là, il est en psychose. Ça doit être encore pire. Puis, durant les 3 heures suivantes, il va un peu se donner en spectacle dans l'autobus. Il va mutiler le corps de Tim. Il va couper sa tête, se balader en tenant sa tête dans les fenêtres, puis tout ça. Et aussi, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais quand Benny est rentré dans l'autobus, il a remarqué que Vincent était un petit peu occupé à découper des bouts de chair de Tim, puis tout ça. Fait qu'il a décidé de ressortir à ce moment-là en voyant ça. Fait que, tu sais, il mutile vraiment, là, Tim. Là. C'est pour lui, c'est rendu un animal, tu sais, dans sa tête. Là. Il n'y a plus de différence.
Vers 1h du matin, Vince Lee tente de s'enfuir en brisant une fenêtre arrière de l'autobus. Mais un agent l'attendait à la sortie de l'autobus, ce qui a permis de le maîtriser rapidement. Fait que lui, il a brisé la fenêtre, il a pitché ses affaires dehors, il a sorti par la fenêtre, puis ils ont sauté dessus, il était prêt. Ouais. Après son arrestation, après son arrestation, Vince a commencé à un peu reprendre conscience. Et il a tout de suite dit aux policiers qu'il était désolé pour ce qui s'était passé, puis qu'il était coupable, puis il a demandé qu'on le tue. OK. Aussitôt qu'il s'est fait arrêter. Quand ils ont rentré dans l'autobus pour aller voir Tim, comment il allait, c'est ça. Là, ils ont remarqué, comme que je disais, il y a beaucoup de lacérations, mais il y a aussi des morceaux manquants qu'ils n'ont jamais retrouvés. Un œil, une oreille, si je me rappelle bien, des bouts de chair. Fait que, jusqu'à la preuve du contraire, pas Tim, mais Vincent aurait mangé ces morceaux-là qui n'ont jamais été retrouvés. Ouais, quelle horreur. C'est une psychose extrême. Ouais. Ce qui a amené au procès, son arrestation a mené à son procès le 3 mars 2009, qui est quand même un petit moment après. Lee, il base sa défense sur son problème de schizophrénie. Ouais. Ce qui est un peu justifiable là, dans son cas qui est schizophrène, qui ne prenait pas sa médication. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il s'enligne sur ça. Stelly Garen, son psychiatre, affirme que sa schizophrénie non traitée l'aurait poussé à faire ce geste-là. Lee avait aussi trouvé un petit job dans une église, et puis il s'était converti au christianisme. Il attendait une voix qui croyait à Dieu dans sa tête, qui lui disait qu'il était un deuxième Jésus. OK. Cette journée-là, dans l'autobus, il dit que cette voix-là lui a dit que Tim était un extraterrestre et qu'il devait faire ce qu'il a fait et que c'était Tim ou lui. OK. Tim était extraterrestre, un diable pour lui. Un danger, quoi. C'est ça. C'était un danger pour l'humanité, selon lui. Surtout pour lui. Fait que, sous le contrôle de cette voix dans sa tête, il a agi dans cette brutalité-là. Ouais. Il en sort non responsable de ses actes. Il est interné en psychiatrie. Ouais. Mais là, c'est là que ça commence à être un peu... c'est là que son procès a créé beaucoup de débats selon le jugement vis-à-vis de la responsabilité selon l'état mental de la personne. Parce que là, je vais vous décrire un peu son séjour. C'est pas très long. OK. Ça, on parle en 2009, OK? Son procès. 1 an plus tard, on commence déjà à tenter à réintégrer Lee dans la société. Par des sorties dans les zones non encadrées de l'hôpital. Fait que déjà, 1 an après d'être rentré, là, il est médicamenté comme il faut, puis il peut déjà commencer à sortir des zones, c'est ça, qui a moins de sécurité dans l'hôpital. Il peut aller se balader un peu plus sur le terrain de l'hôpital, puis tout ça. En 2012, il peut commencer à aller en ville, mais ça, c'est sous surveillance. Après ça, en 2013, il passe de 30 minutes à une journée entière sans surveillance. OK. Et en 2017, il reçoit sa liberté complète. OK. Et qu'aujourd'hui, il a changé de nom. Je vais taire son nom parce qu'il a le droit à sa deuxième chance. Je pense pas que c'est Je pense pas que c'est une bonne chose quand les podcasts nomment les nouveaux noms, quand les personnes se sont réintégrées. Je comprends le pourquoi qu'ils le font. Mais moi, je préfère il y a selon le jugement, il a sa deuxième chance. Fait que je vais taire son nouveau nom. Mais c'est ça a amené beaucoup de débats dans la société, selon les jugements vis-à-vis parce que
Tu sais, on parle de mutilation de corps, de Ouais, décapitation, de cannibalisme, de ouais, meurtre. Puis en 8 ans, il est dehors. Tu sais, même pas en 8 ans. Là. En 2013, il peut aller passer des journées dans la ouais. société sans surveillance. Après, s'il n'est pas responsable de ses actes, Ouais, c'est ça. juridiquement, il n'est pas coupable de quelque chose, il a fait quelque chose d'horrible, mais Mhm. en, Mais en c'est étant ça, irresponsable, quoi. Ouais. c'est là que le débat entre, parce que, tu sais, on pourrait, je peux comprendre que c'est rapide dans le cas pour le traitement, mettons. Mais si le traitement fonctionne super bien, il n'y a pas de Ouais. raison de le garder. Mais Oui, c'est en, ça. mais en même temps, je peux voir aussi le côté de, tu sais, la famille de la C'est ça. victime, puis tout ça, que, tu sais, Tim, il reviendra plus, là, tu sais. Puis Tim, il est Non, non, bien mort sûr. d'une façon atroce, là, tu sais. Atroce, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est un débat compliqué, hein. Mm. Bon, voilà, il y a effectivement le principe de la responsabilité. Donc, tu ne peux pas être condamné pour quelque chose si tu n'en es pas responsable. C'est comme si un petit enfant commet un acte irréparable, c'est un petit enfant, donc il ne peut pas être considéré comme responsable, même si l'acte est très barbare. Donc, Mhm. je comprends, c'est difficile. Et bah, pour le dernier épisode du scénario du pire, j'avais discuté avec l'avocat d'un monstre, hein, parce que j'avais vraiment traité le cas de deux monstres, en fait, dont un est peut-être connu au Canada, il s'appelle Marc Dutroux, Mhm. qui est, dans l'histoire criminelle belge, c'est peut-être le pire monstre qu'on ait connu, qui lui, pour le coup, n'était pas irresponsable, hein, donc il est, Ah il ouais. est en prison et on espère qu'il va y rester toujours. Et, mais c'est vraiment ça, ouais, ça questionne, hein, cette notion du monstre absolu. Et là, dans sa folie, ce Vince Lee, il a quelque chose de l'ordre du monstre absolu, quoi. C'est vraiment le monstre de film d'horreur avec Ben le oui, gars mais qui tu sais, balade la tête et tout ça. Les images sont vraiment tellement frappantes, quoi. c'est vraiment, tu sais, en marchant, tu sais, en la montrant quasiment fièrement la tête, tu sais, puis Ouais. sûrement pour lui, c'est que je vous ai sauvé, là. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Il est dans une logique complètement différente. Mhm. Je raconte une petite anecdote qui est à la fois drôle et pas drôle. Ma sœur avait. Mais attends, avant, je voudrais d'abord dire que, évidemment, la schizophrénie n'est pas du tout un élément qui prédit le fait que quelqu'un va commettre un acte violent, Non, hein. non, Donc, non, non. il n'y a que 99,99% des schizophrènes qui ne commettent aucun acte violent dans leur vie. Et donc, il faut surtout faire attention de ne pas faire l'amalgame entre un crime violent et la maladie mentale, hein. Ce sont vraiment deux choses différentes. Après, Mhm. ça peut être un acte, ça peut être un élément déclencheur, mais il ne faut pas penser que quelqu'un qui est schizophrène ou quelqu'un qui est bipolaire est quelqu'un qui a un niveau de dangerosité Non, non, très élevé. non. Ça peut arriver, mais c'est une exception. C'est ça. Et, ma sœur, donc ma petite sœur, elle était assez jeune. Elle s'est retrouvée responsable de la stratégie d'une très grande entreprise. OK. Et elle avait peut-être moins de 30 ans, mais voilà, elle a monté vite les échelons. Et dans son équipe, qu'elle n'avait pas forcément créée elle-même, il y avait quelqu'un qui était schizophrène et qui, à un moment, pensait qu'il était guéri et donc a décidé d'arrêter ses médicaments. Et donc, il rentrait dans une logique qui était un peu alternative, on va dire. Et puis, un jour, il envoie un message à ma sœur en disant j'ai j'ai écrit une nouvelle stratégie pour l'entreprise, hein, une grande entreprise de télécommunications, et elle ouvre la présentation. Et, le première diapositive, le premier slide, c'était: Sommes-nous seuls? Non, il y a aussi des Vikings. Et, Tabarnak. ce monsieur ne comprenait pas que ma sœur n'envoie pas ça à la direction générale de l'entreprise. Ah Il ouais, dit: mais Mais ça fait du j'ai tout sens. résolu là-dedans. Et donc, il s'énervait un petit peu, mais donc il y a eu bien sûr aucune violence. Mais voilà, ce titre, La sommes-nous seuls? Non, il y a aussi des Vikings. C'est très surprenant dans un cadre d'entreprise, quoi. Ouais, ouais. Surtout dans les années d'ici, là, tu sais, les Vikings, on y voit moins, hein. Exactement. Exactement. Alors, bah, moi, je vais raconter mon histoire aussi, hein. Donc, Ouais, c'est à ton tant tour. qu'on est dans l'horreur, donc, dans les paroles de la chanson, à un moment, il chante: Le 24 octobre en 49, c'est la naissance du Seigneur des Agneaux. Et
Je pense qu'il ne cite pas son nom dans la chanson, mais donc le 24 octobre 49, il y a effectivement un monstre pour le coup qui est né. Donc je continue d'avoir les paroles, hein. L'animal en liberté du downtown East Side, alors en fait on parle de East Side, Vancouver, Mhm. ne pouvait se contenter de sa simple consommation. Le cannibale voulait donner de la chair fraîche à ses cochons et une collection d'une cinquantaine de trophées dans son salon. Donc là, je pense que c'est déjà très clair qu'on va parler d'un truc assez horrible, hein. Ça peut faire penser, pour ceux qui Mhm. connaissent, à Ed Gein ou tu vois, à Massacre à la tronçonneuse. On a un peu ce décor-là. On a un cannibale, des cochons. Voilà, on est vraiment dans un décor de film d'horreur. Et donc, je vais parler d'un tueur qui, je pense, est très, 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 très connu au Canada, peut-être moins pour les auditeurs européens, qui s'appelle Robert Picton. Alors, Robert Picton, donc, il est né le 24 octobre 49, comme on vient de le dire. Il est élevé dans une ferme, dans un patelin qui s'appelle Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Et ses parents gèrent un élevage de porcs. Et donc, Robert Picton, il a un frère et une sœur. Alors, les frères, ils sont très impopulaires à l'école. Et surtout très impopulaires auprès des filles. D'abord, ils sont considérés comme pas très attirants. Ils ont une personnalité pas agréable, très, très ouais, rugueuse comme ça. Mhm. Et il semble qu'ils sentaient extrêmement mauvais. Et on décrit cette odeur comme un mélange de fumier et d'animal mort. Euh, on dit qu'ils ne portaient à l'école jamais de vêtements propres. En plus, ils sont mauvais élèves et les autres étudiants vont les traiter de cochons purs. Euh, Donc, ça veut dire que bah, très vite, évidemment, Robert va quitter l'école, hein. Donc, en 1963, il quitte l'école et il commence à travailler comme équarrisseur dans un abattoir. Donc, tu vois de nouveau encore le décor de film d'horreur qui est en train de se C'est mettre en place. l'abattoir familial, je pense, à la Ah fin, non, non? c'est pas encore l'abattoir Non? familial, Ok. mais ça va arriver. Alors, en 67, donc là, on a Robert Picton qui a 18 ans et son grand frère, qui s'appelle Dave. Il est au volant du pick-up de leur père. Et il va heurter un jeune homme de 14 ans qui marche au bord de la route, qui s'appelle Tim Barrett. En panique, Dave fuit les lieux, il rentre à la ferme et il y a la maman de Dave et de Robert qui s'appelle Louise, qui revient et qui décide de cacher le corps. C'est Donc, ça, ça. non pas. Et encore, donc je dis cacher le corps, mais non, en fait, d'abord, ils découvrent que Tim n'est pas tout à fait mort et ils vont le noyer dans le ruisseau et abandonner son corps dans Mhm. le ruisseau. C'est ça, tu sais, ça donne le pouls un peu, un Ouais, peu tu vois, déjà. Tu sais. C'est cette très famille. jeune, 18 ans, la mère, bah, on va Ouais. le cacher. On va le cacher, on va l'achever, on va le cacher. Enfin, c'est Ça, la mère, j'ai écouté une couple de choses aussi là, sur l'histoire de Robert Picton. Tu sais, puis, tu Mhm. sais, la mère était très, très. C'est un bon personnage aussi. J'imagine que tu Ouais, vas nous en ouais, ouais, parler. Là. ouais. Je veux pas. J'en j'en parle pas beaucoup parce que finalement, elle va mourir assez vite, mais c'est vrai que c'est une mère qui est extrêmement présente dans cette ferme qui est très toxique. On a finalement deux parents qui sont des parents très, Le très père étranges, mais un peu mou, le père, il est un peu selon. absent, c'est ça, exactement. Et c'est la mère Mais la mère d'une poigne de fer. ouais, exactement, qui est assez brutale aussi avec ses fils. Mhm. Et donc, bah, voilà, les frères grandissent dans cette ferme, cet élevage de cochons, hein, avec beaucoup de saleté, avec cette mère qui n'est pas très, très douce, et puis bah, le souvenir cet adolescent qu'ils ont finalement assassiné, hein, parce que ils auraient pu finalement le sauver. Les parents Picton vont décéder. Donc, le père décède le premier, il décède en 1977, la mère décède en 1979, et après la mort de Louise, la fille de la famille va quitter la région. Donc, il y a les deux frères qui se retrouvent à deux. Et donc, ils vont commencer à gérer et à vivre dans cette ferme et élever et abattre des cochons. Donc, en fait, ils reprennent le flambeau de la ferme familiale. Et on va pas beaucoup parler d'eux en tout cas au niveau judiciaire. La première fois qu'on parle de Robert Picton au niveau judiciaire, c'est en mars 1997. C'est une femme que Robert Picton avait emmenée dans sa ferme qui s'est débattue quand il a tenté de la menotter.
Et donc, elle s'est enfuie, elle a porté plainte, elle a été voir la police, et Picton a été arrêté et accusé de tentative de meurtre, d'agression armée et de séquestration. Mais comme la femme, entre guillemets, n'était pas un bon témoin, parce que c'était une femme un peu perdue, une toxicomane, Picton s'est défendu en disant que non, non, en fait, il s'était simplement défendu, que c'était une autostoppeuse, que c'était une femme un peu bizarre et que c'est elle qui l'avait attaqué, qui s'était contenté de se défendre. Et donc, il ne sera pas poursuivi Ah, puis c'est pour... parce que Robert, ça, malheureusement, Robert avait des blessures aussi. Oui, c'est ça, exactement. Comme elle s'était effectivement débattue, il l'avait... Je pense que c'était des blessures au couteau, là, justement, aussi qu'il y avait Robert à ce Oui, moment-là. oui, oui. Fait que c'était un peu contre elle, surtout que c'est ça, c'est une personne qui sort de la rue souvent, Oui, quelque chose qui va revenir dans l'histoire. exactement. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, à partir de 96, 97, plus ou moins à ce moment-là, les frères vont commencer à transformer leur ferme en un, soi-disant, organisme de bienfaisance. Et cet organisme, il le nomme le Piggy Palace Good Time Society. Un drôle de nom, hein. Ça pourrait, tu vois, s'il y avait un film d'horreur sur cette histoire-là, je pense que si je dois dire un titre, je l'appellerais Piggy Palace Good Time Society. Je trouve Ouais. que Sur- ça claquerait comme titre de film d'horreur. Surtout le bout de Good Time. Là. Oui, c'est ça, le Good Time, exactement. Et donc, officiellement, la mission, c'est organiser, coordonner, gérer des événements spéciaux, des réceptions, des danses, spectacles et expositions au nom d'organismes de services, d'organisations sportives et d'autres groupes méritants ou d'autres groupes de bienfaisance. La réalité, c'est que leurs événements spéciaux sont en fait des rave parties, des orgies qui attirent des prostituées, des Hells Angels, et ce sont des fêtes qui vont aller jusqu'à rassembler 2000 personnes sur la même soirée. Alors, tu imagines une fête avec des Hells Angels, avec des orgies, avec des prostituées. Forcément, pour le voisinage, c'est pas terrible. Donc, les voisins commencent à se plaindre de ce qui se passe dans cette Good Time Society. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de drogue, il y a de l'insécurité. Et donc, la police, elle voit pas ça non plus d'un très bon œil. Elle commence à surveiller la ferme. Et puis, éventuellement, ces événements sont déclarés illégaux. Et on révoque le statut d'organisme de bienfaisance après plus ou moins une année d'activité. Ça a duré. Et alors, voilà, dans les paroles, on parlait de l'East Side, Mhm. en parlant de ce Seigneur des Agneaux. Donc, l'East Side, c'est le downtown East Side de Vancouver, qui est connu pour d'abord un taux élevé de pauvreté, beaucoup d'itinérants, beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution. Voilà, tout ça va généralement bien ensemble. Et Picton connaissait le Downtown East Side, il le fréquentait beaucoup. D'abord pour des raisons professionnelles, parce qu'il y avait une usine d'équarrissage où il sous-traitait une partie de l'équarrissage de sa ferme, donc il allait en fait, se débarrasser d'animaux dans cette usine. Et puis, dans ce quartier du Downtown East Side, il y a un sous-quartier ou un petit, enfin une rue ou un petit coin qui s'appelle le Low Track. Et là, c'est là où il va trouver des femmes et il va les ramener dans sa ferme en promettant de l'argent et de la drogue. Et entre 1978, donc en fait, 78, c'est entre la mort du père et de la mère et 2001, il y a, donc quand je parle du père et de la mère, du père et de la mère Picton, bien sûr, et Mhm. 2001, il y a 65 femmes qui ont été portées disparues dans le Downtown East Side. Et ce sont des disparitions qui n'ont pas inquiété beaucoup de monde, parce que ce sont souvent des gens marginalisés, des itinérants, des gens séparés de leur famille. Donc, il n'y a pas vraiment de plainte, il n'y a pas vraiment d'enquête, ce sont des gens qui n'intéressent finalement Ouais, pas c'est grand ça, monde. c'est souvent ça, des personnes avec des problèmes de consommation, les Ouais, prostituées, des gens qui flirtent avec le crime qui pourrait oui, disparaître. Tu sais. voilà. Et puis, oui, enfin, parfois, il y a des policiers qui peuvent se dire, Avec le jugement, justement, voilà, de la vie de la personne. Elle l'a un peu cherché. exactement. Exactement. Ou alors se dire, voilà, c'est bon débarras parce que ce sont des gens qui sont eux-mêmes Le potentiellement problème. criminels. Voilà. En 99, on est au printemps 99, il y a un informateur qui déclare à la police de Vancouver qu'une de ses amies, qui s'appelle Lynn Ellingson, a été dans la ferme des Picton et elle a vu le corps pendu d'une femme.
Et donc, cette femme est interrogée par la police. Mais quand elle est interrogée par la police, elle dit que c'est pas vrai, qu'elle ne l'a pas vu. Alors, je pense elle avait une relation en fait avec Picton et Picton lui fournissait de la drogue. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a en fait menti à la police. Et plus tard, elle avouera que oui, elle a effectivement vu le corps d'une femme pendue. Mais comme voilà, elle a finalement nié son témoignage initial, il y a de nouveau, Picton n'a pas été inquiété. Mm. Il faut attendre 2002. Hein, donc, je rappelle, il y a 65 femmes qui ont disparu dans cette C'est période. épouvantable le temps Ouais, que ça a pris. c'est fou, hein? On parle de 78. Ouais, Si ça a exactement. commencé là, puis c'est même, tu sais, même avant ça, avec le corps du jeune. Oui, c'est ça, Si exactement. on calcule lui aussi, tu sais, ça a tué à partir de là. Ouais, Puis 2002, on commence à s'intéresser à lui. exactement. Donc, et encore, on Ouais. s'intéresse plus pour les femmes qui ont disparu, mais c'est simplement parce qu'il y a un soupçon d'armes à feu illégales dans la propriété des Picton. Et donc, la police se rend pour chercher les armes illégales, et là, ils tombent sur des objets, beaucoup d'objets qui, visiblement, sont des objets féminins. Et donc, ça leur permet d'avoir un mandat de perquisition et ils vont retourner à la ferme, mais ça va quand même encore prendre 2 semaines. Et là, ils vont retrouver énormément d'éléments et notamment des restes et des preuves ADN qui démontrent qu'il y a au moins 33 femmes qui sont mortes dans la ferme des Picton. C'est incroyable. C'est énorme. Le 22 février 2002, Robert Picton a été arrêté et accusé de 2 meurtres au premier degré. Donc, on a identifié 2 de ses victimes qui s'appellent Serena Abbotsway et Mona Wilson. Mais ce qui est incroyable, c'est que, voilà, t'imagines, tous ces restes-là, ça devient un symbole, cette ferme. Donc, ça devient aussi la pire scène de crime de l'histoire du Canada. Et je Mhm. pense qu'il y a eu pire depuis dans l'histoire du Canada. Je n'ai pas entendu parler. Je souhaite que ça n'arrive pas non plus. Ouais, j'espère. Bon, il y a eu Luca Magnotta, mais c'est Ouais, mais un c'est autre. pas 60 personnes. Voilà, exactement. Ça a été une petite affaire d'une autre bonne psychose. Là. Oui, oui, oui. Mais non, c'est ça, c'était pas 60 personnes. Là, tu sais. Il y a beaucoup de chats. Il y a eu beaucoup de chats, ouais. Ouais. Il y a un très très bon documentaire d'ailleurs, Don't Mhm. Fuck Cats sur Netflix. Et donc, Picton est en cellule et la police va placer un agent, en fait, qui est un infiltré dans la cellule. Et on le fait passer pour un compagnon de cellule. Et Picton est très amical, donc enfin, le policier feint d'être ouais, très amical à son tour, donc c'est comme s'ils étaient amis. Et donc Picton commence à beaucoup parler, à se vanter de ses actes, et il déclare: j'aurais voulu m'en faire une de plus, alors j'en aurais eu 50, la moitié de 100. J'ai été négligent et ça m'a perdu. Donc en gros, il avoue qu'il a tué 49 femmes. Mm. Et donc, dans les entretiens qui ont suivi, il affirme qu'il avait amené ses victimes, qui étaient des prostituées, à la ferme, les avait menottées, violées, généralement tuées en les étranglant, les avait ensuite saignées et éviscérées, vraiment comme il le faisait avec des animaux, les avait passées dans une déchiqueteuse à bois et avait donné les restes à ses porcs. Alors, il y a même une affirmation qui dit qu'il y a des victimes qui ont été broyées et que la viande, désolé, la viande qui était obtenue par ce broyage était mélangée à du haché de porc qui était vendu par les Picton. Donc peut-être que Picton, Ça serait pas vraiment étonnant pour de vrai. Là. ce serait pas étonnant, effectivement. Puis tu sais, il y en a beaucoup là, de théories là, sur cette affaire-là. Là, tu sais, Ouais, comme quoi que peut-être la police aurait été en. Justement, que pourquoi ça aurait duré aussi longtemps que ça. oui, Peut-être que tout la à fait. police était dans le coup pour. Exactement. Il y a une théorie effectivement conspirationniste qui dit que ça arrangeait tellement la police. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve chez pas mal de tueurs en série. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de se débarrasser tellement du scum de la société, qu'ils ont l'impression de faire quelque chose de positif Mhm. pour le monde en tuant tous ces laissés pour compte. Et c'est vrai que, voilà,
ça aurait été facile d'enquêter sur lui. Et à chaque Il y a fois, ils eu sont beaucoup de, tu sais, il y a très, eu très, beaucoup très de bien signes, là. sortis. Exactement. Puis très, très jeune, là. Oui, c'est ça, il commence très très jeune. Et puis, bon, j'imagine qu'il y a une réputation de la famille. Enfin, voilà, tout Mhm. ça, c'est effectivement assez, Puis tu assez sais, étrange. dernièrement, il y a aussi avec Epstein, que ça aurait peut-être des liens, tu sais, Oui. qui a sorti ça, ça l'a sorti dernièrement quand même. Ça, c'est peut-être dans le temps des petits parties, là, les petits raves qu'il faisait. Ouais. Alors, là, je trouve que c'est un peu Ça, c'est exagéré, poussé, ce mais lien-là. Voilà. C'est-à-dire, je peux encore comprendre la théorie complotiste avec la police, parce qu'en effet, tu parce que vois. là, ça, c'est ça, ça a sorti sur les CNN, puis Ouais. tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme, ben, Ah un oui, autre oui, style d'affaires qui fait encore parler. bien sûr, bien sûr. Et puis, oui, en tout cas, la police regardait ailleurs, ça c'est clair. Mm. Et donc, bah, finalement, on en a appris un peu plus sur le modus operandi de Picton. En fait, il attirait ses victimes en achetant en fait des faveurs sexuelles, hein. Donc, c'était essentiellement des prostituées ou des prostituées occasionnelles. Et pendant les rapports sexuels, il accusait les victimes de quelque chose parce enfin, c'était comme s'il voulait alimenter sa colère. Mhm. Et donc, bah, la colère montait et donc il les tuait, donc généralement en les étranglant, mais il semblerait qu'il y ait aussi eu des victimes par coup de feu et même, mais ça n'a pas été prouvé, des victimes qu'il aurait tuées en leur injectant de l'antigel, euh, pas dans les veines, en fait. Et c'est une mort qui ne doit pas être agréable, et ça doit durer assez longtemps, mais donc il Ouais, aurait quand pu même. tuer des femmes par injection d'antigel. Et voilà, et donc, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a le frère, hein, David Pinkton, qui lui n'a jamais été inquiété pour quoi que ce soit. Ah, ouais. Ouais, on sait que c'est un délinquant sexuel lui aussi. Et donc, il y a aussi cette rumeur qui dit que bah, peut-être que David était un complice, mais il a réussi à s'en À s'en tirer. sortir. Il n'a jamais été chargé non plus par son frère. Donc lui, il est condamné à rien. C'est un, Ben, c'est un homme libre. c'est aussi, ils habitaient ensemble, là, sur la ferme. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est quand même difficile de se dire qu'on a ramené 50 personnes pour les tuer, 40, enfin 49 personnes pour les tuer sur la ferme. Puis à toutes les fois, tu dormais. Voilà. Ouais. T'as jamais profité avec moi. Voilà. Mais bref, Hmm. j'ai essayé de trouver des informations sur Dave Picton, mais il y a pas grand-chose. Donc j'ai pas trouvé de source Il doit qui. avoir une protection aussi, là, Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose, vraiment quelque chose d'étrange. Voilà. Il a même pas été accusé, tu vois. Il n'est pas passé en procès. Non, c'est Donc, ça. voilà. C'est tout son Sauf frère qui a pas eu. pour ça. Il a été condamné pour un viol, mais pas pour les crimes sur la Mhm. ferme. Et donc, Robert Picton, il est condamné à perpétuité en décembre 2007 avec une peine de sûreté de 25 ans pour le meurtre de 6 femmes, alors que finalement, on avait 26 dossiers. Et je pense que ça montre aussi l'indifférence qu'on avait pour ces personnes, parce qu'il y avait en fait des charges encore pour 20 personnes identifiées et on a décidé de simplement pas le poursuivre. Ce qui est quand même Il a voilà, une laissé gifle tomber ça, pour les là. familles, quoi. Ouais, c'est ça, de se dire, voilà, on va même pas le déclarer coupable pour les 20 meurtres, dont pourtant on est quasiment certain qu'il les C'est a, ça. qu'il les On le a commis. sait qu'il l'est, mais c'est pas officiel. Voilà. Voilà, tu vois, pour la famille, c'est quand même dur de pas acter Mhm. euh, des meurtres supplémentaires. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, il est toujours vivant, ce monsieur, et il est en prison comment ça s'appelle, Port-Cartier, je pense. Euh, Ouais, ouais. à Québec. Donc, Ouais, dans le coin de cette île, là. ouais. C'est nous autres qui Voilà. l'a. Pardon? C'est nous autres qui l'a. Ouais, voilà, 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 gardez-le. Il était Euh, avec Magnota, il était là à Port-Cartier. Il y avait Ah oui, euh, Turcotte, Guy Turcotte, le gars de. C'est un docteur qui a tué ses 2 enfants. Il est à ouais, voilà. Port-Cartier aussi. Ouais. C'est une peine maximale là-bas, un Ah ouais, pénitencier génial, ils sont de maximal. haute sécurité, ouais. Ouais. Voilà, donc tu vois, dans une seule chanson, on a quand même ouais, Mais deux histoires qui sont tellement, tellement horribles et tellement. Presque, les deux, elles ont une forme de cliché de film d'horreur, quoi. mhm. On revient sur Extérieur, ça s'appelle l'album Monstre.
Mais là, on a quand même deux facettes de la monstruosité. Une qui vient, qui vient de la maladie mentale et l'autre qui vient d'une sorte de perversion absolue, mais une perversion absolue qui est visiblement transmise par les parents. Il y a quelque chose Mhm. ouais, dans cette famille Picton comme ça qui fait penser un peu à Massacre à la tronçonneuse, quoi, cette famille où ils sont tous plus dangereux les uns que les autres, en fait. Ah oui, mais oui. Puis, si j'ai. Tu sais, c'est vraiment été une force du groupe, de la façon qu'ils ont tourné la chanson dans le Ouais, texte, là, je trouve, pour raconter cette histoire-là. Là. Puis, tu sais, quand que tu connais l'histoire, là, ça prend-tu tout qu'un autre sens ouais, quand tu comptes des moutons, puis c'est comme, oh, ok, là, tu catches. Puis, tu sais, ils vont jusqu'à, je pense, c'est 1000 moutons, là, ouais, ouais, ouais. ils sautent à force à mesure, mais c'est comme pour montrer à quel point que ça avait pas d'allure. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, Et tu sais, moi, je connaissais aucune des histoires en découvrant la chanson, et donc c'est vraiment, j'ai cherché, donc je savais que tu allais parler de Tim McLean, donc j'ai pas beaucoup creusé du côté de Tim McLean, je me suis plutôt intéressé à Picton, que moi je ne connaissais pas, alors que ok. quand tu vois l'horreur de la situation, enfin, tu vois, il devrait être, entre guillemets, devrait être plus connu encore que ce qu'il n'est. C'est bien qu'il Euh, le soit pas. Qu'il le oui, c'est soit ça, pas exactement. plus. Exactement. Oui, oui, tout à fait, oui, C'est c'est tellement ça. absurde, ça. Tu Ouais. sais, puis en même temps, on en fait pas la promotion, mais tu sais, on en parle. Non, Tu non, sais. non, non, bien sûr. Mais ouais, c'est fou comment que ça tombe de ce côté-là, puis qu'il y en a que ça les pousse à faire ça pour ça. Tu sais. Ça aussi, là, c'est une hostie d'affaire. Là. Et en lisant l'histoire de Robert Picton et le rapport qu'il avait avec sa mère, ça m'a fait penser à un film qui est sur Netflix que je recommande, que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle Pearl. Alors, je sais pas si tu l'as vu. Euh, Je crois il que oui, mais là. Donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est une jeune Australienne dont le mari est parti à la guerre. Donc il n'y a pas la guerre près de chez elle. Elle vit dans une ferme avec sa mère qui est une femme d'origine allemande et un père qui est entièrement paralysé. Hmm. Et elle commence à développer de plus en plus de fantasmes morbides. Et ça part très très loin, mais c'est un film justement sur la, c'est plus Lee Que que Picton. Là. Picton parce que c'est vraiment la folie qui s'installe et Mhm. tu vois comment cette folie l'amène à faire des choses absolument atroces. Donc le film, vraiment un film d'horreur, mais c'est aussi une très 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 grande performance d'actrice de Mia Goth. Donc voilà, ça s'appelle Pearl et vraiment satisfait ou remboursé. Je trouve que le film est génial, quoi. Alright, mais on va inviter tout le monde à aller écouter ça. On Ouais. va en parler dans le Discord. Et puis écoutez Extérieur, parce que vraiment, pour moi, ouais, c'est une vraie découverte dans un style. Effectivement, tu vois qu'il y a un peu, il y a quelque chose d'un peu adolescent dans ces chansons. C'est beaucoup d'énergie, Mhm. c'est presque trop d'énergie parfois dans les chansons d'Extérieur. Mais il y a une vraie qualité d'écriture. Ouais. Et il y a quand même quelque chose, notamment dans Le Seigneur des Agneaux, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'histoire. C'est-à-dire que c'est avec effectivement ces moutons et ce genre de trucs-là, c'est un peu une structure de film comme ça. Puis, Ils installent bien, ils parlent bien de ce cauchemar, en fait, enfin de ces cauchemars. puis si vous aimez les vidéoclips, c'est un ben à aller voir les vidéoclips. Ouais, ouais, Ils ouais. sont Jesse, qui était dans le bassiste dans le temps, un autre des membres fondateurs, et a fait son cours là, justement en montage vidéo, puis tout ça. Puis c'est lui le propriétaire du label Slam Disc à Ok. Montréal. Puis c'est ça, lui, il crée les vidéoclips. Là, si vous voulez voir des vidéoclips de qualité, allez voir les vidéoclips que Slam Disc sortent pour leur groupe, c'est incroyable. Puis Ok. c'est ça, on peut voir, là, si justement, mettons, avec Rouge Pompier, ça aussi, les clips sont tous très, très bons. Ça, Jesse est maintenant dans Rouge Pompier. Euh, Ok. mais ça, Extérieur avait à l'époque déjà cette pensée-là d'investir dans le L'image. visuel, Ouais. puis de faire de quoi de pro. Puis vous allez voir, là, ça, justement, on va se laisser sur une entrevue que j'ai faite avec Dan au sujet de la chanson. On parle un peu aussi du groupe, du concept de l'album Monstre, le pourquoi que c'est devenu. Puis c'est ça, on parle tu sais,
le pourquoi, les difficultés de parler d'une chanson comme ça, d'écrire sur ça. Puis c'est ça, le développement du concept puis de la chanson. Fait que, on parle du clip aussi, qui ont tourné en 48 heures à moins 40. Là. Ah ouais. Fait que non, c'est super intéressant. Ça dure environ une 25 minutes là, environ. Là. Fait que on va se laisser là-dessus. Mais avant ça, où est-ce qu'on peut te suivre, Philippe? Alors, pour l'instant, je suis je ne suis actif que pour les balades meurtrières. Hein. Donc, mon podcast, Le scénario du pire, a été bouclé. Donc, on a fait 28 épisodes et c'est aujourd'hui terminé parce que le dernier épisode est vraiment un dernier épisode. Voilà. L'histoire que je raconte, ça rend une suite un peu difficile parce que c'est une histoire qui est très, très personnelle. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ça s'appelle Le tueur fou de Moucron. C'est arrivé près de chez moi. Et c'est arrivé très, très, très près de chez moi. Un peu comme Euh, le film. c'est exactement, c'est très lié au film. Hein. Donc, vous découvrirez dans l'épisode. Donc, le podcast s'appelle Le scénario du pire. Il y a 28 épisodes sur toutes les plateformes où vous écoutez des podcasts. Et donc là, je suis vraiment plus dans des projets d'écriture. Hein. C'est un peu plus des projets long terme, mais ça pourrait se concrétiser dans le courant du mois de mars. Et je suis assez excité de ce que 2024 promet pour l'instant. Ah ouais, j'ai hâte que tu nous en parles plus. Ouais, j'ai hâte de pouvoir en parler aussi. Yes, merci beaucoup, Philippe. Pour nous autres, dubrumesoreilles.com, là, c'est très simple, tout est là. Si vous voulez nous encourager financièrement, Patreon, puis Twitch, c'est une bonne place pour un petit Amazon Prime, un abonnement Prime sur Twitch, ça vous coûte rien. Un petit 3$ pour nous autres environ. Fait que on se laisse sur une entrevue que j'ai préenregistrée avec la gang de... avec la gang, avec juste Dan. Juste Dan, le membre fondateur d'Extérieur. On le mentionne aussi durant l'entrevue. C'est, comme que je disais, c'est un peu le running gag dans le groupe. Même durant les shows, Dan, il se lève, il va en avant du band, en avant de son drum, parler en tant que membre fondateur. Fait que, on se laisse là-dessus. Puis merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là et d'avoir fait ce concept-là. Moi, j'en ai une... que justement là, qui pourrait être un autre concept comme celui. Écoute, parlons-en. J'aime beaucoup le principe. Yes, c'est good. Fait qu'on se laisse sur l'entrevue et on se dit à la prochaine tout le monde. Au revoir. Okay. Bye. Yes, Un éternel combat. Fait qu'on est avec Dan d'Extérieur, le seul membre fondateur. Le seul membre fondateur. Faut bien le rappeler tout le temps. Oui. C'est un éternel combat hein, de savoir qui je suis dans cet orchestre-là. Yes, aujourd'hui, Dan, on te reçoit dans le cadre du crime à mes oreilles. On a fait déjà un épisode mythique de quasiment 3h30 ensemble avec Martin qui disparaissait tranquillement à la noirceur. Oui, effectivement. Ça a été un bel épisode, ça. Ouais, c'était le fun qu'on dépassait les limites à chaque fois que je disais moi, je voulais juste pas trop exagérer sur votre temps. Toi, non, on défonce, tabarnak! On est capable. Yes, on n'a pas fait beaucoup. Je pense qu'on a 2 épisodes de plus de 3 heures. Puis l'autre, c'est avec les gars de DC, des Julien Bernatchez, Dom Massy, Mathieu Niquette. Okay. On a fait un épisode de Noël qui a duré 3 heures. M'a emmené, moi, ma mère venait de décéder il n'y a pas longtemps. Puis là, je parlais de ça. Puis on était chaud bot, là. Là, tout le monde pleurait à m'emmener. C'était un esti d'épisode. Bon, fait qu'il y a eu une demi-heure de René Fleming et de bons souvenirs. Ouais. Ah ouais, on a eu du fun. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va parler dans lien avec justement l'épisode de Du crime à mes oreilles qu'on a fait sur votre chanson Les Seigneurs des Agneaux. Mm-hmm. On va parler un peu de le pourquoi que vous avez décidé de parler de cette chanson-là, puis d'un peu la démarche que ça a pris aussi pour faire une chanson sur un sujet comme celle-là. Il faut s'informer, il faut
faut faire attention aussi de l'approche qu'il faut faire quand on fait une chanson sur un sujet comme ça. C'est sorti sur l'album Monstre, la première partie, en 2008. Tu veux-tu parler un peu du concept de l'album Monstre avant de parler de la Le concept chanson? de l'album Monstre, en gros, ce que c'était 3 albums qu'on sortait, qu'on considérait comme un, mais de 3 styles différents. Fait que tu avais le premier, le complot, qui était plus rock. Tu avais la trappe, qui était plus dit punk, parce que c'était plus rapide, si on veut, comme beat ou quoi que ce soit. Puis, on avait Furvol Vandalisme, où ce que dans notre tête, on détruisait tout. Puis, c'est un peu le concept de la pochette aussi, que lui allait se vendre seulement en spectacle, mais que ça allait être des tunes plus élevées, si on veut, dans notre répertoire. En étant les 4 gars qu'on était à l'époque, on est vraiment 4 styles relativement différents. On l'a jamais caché. Brouillard qui est très Green Day. L'autre qui est beaucoup plus groupe punk, NoFX, Pennywise et compagnie. Jess, lui, Jess, lui, était plus Foo Fighter à cette époque-là. Puis moi, j'ai toujours été un peu dans la veine Metallica et compagnie. Fait de mâcher les 4 au niveau de la création, peu importe, ça donnait ce qu'Extérieur est, dans le fond, au niveau du son et tout ça. Fait que, grosso modo, c'est qu'on s'est lancé dans un gros projet. On s'était dit à l'époque que la plupart des bands au Québec font 3 albums, puis après ça, ils disparaissent. Nous autres, ça tombait à être notre dernier. Puis même au niveau des subventions, je pense que c'était la dernière fois qu'on pouvait demander une subvention pour ça. Fait qu'on s'est dit, on y va en grand, puis on verra ce que ça donne. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait à notre souvenir à l'époque au Québec. Ça n'avait pas été fait encore, un concept de même. Je me rappelle du moment de la sortie de ça, à l'Underworld. Ouais, ça, oui. De show de... Ça, puis on en parle encore de ça, justement. On était à Granby le 20 janvier dernier, puis il y avait quelqu'un qui était là, puis on parle encore de ce show-là, comme quoi c'est mythique. On avait chaud, on transpirait, mais on se faisait mouiller, mais du plafond, parce que ça nous tombait dessus. Là. Le plafond dégoûtait, je me rappelle. Ouais, tu sais, autant là, vous autres dans la foule, mais moi, j'étais assis à mon drum, puis tu joues, puis à un moment donné, surtout, j'ai pas de cheveux non plus. Fait que tu le sens un peu plus quand il y a une petite goutte fraîche qui tombe dessus, puis tu te dis, OK, cette petite goutte-là, c'est vraiment l'accumulation de la chaleur de tout le monde dans la pièce, là. Fait que, dans le fond, c'est comme si on avait eu des relations avec le monde dans la salle parce que notre sueur s'était mêlée à l'autre. Puis, mais c'est ça, ça a été toute une soirée. Oui, j'avais mangé une estie de débarque, là. J'avais fait du body surfing sur le style matelas gonflable. Ouais. Puis la toune avait fini, puis le pit a ouvert, puis ça a flippé. Puis moi, je suis tombé direct à terre dans le trou du pit, mais... Tu sais, dans le temps, on avait quand même des gros téléphones. Là. Ouais. Je suis tombé direct sur la cuisse, mais direct sur le téléphone. Fait que t'avais une Nokia d'imprimé. J'ai eu un bleu, là, je pense que c'était gros de même. Arc. Ça la cuisse. Mais ça a valu la peine. Ah non, écoute, pour vrai. Puis ce qui est cool, c'est que même encore aujourd'hui, des souvenirs, on a ces souvenirs-là, mais on réussit à en créer d'autres, même après tout ce temps-là. Ben puis on n'en revient juste pas. Comment qu'on est chanceux de pouvoir continuer avec relativement la même intensité, puis que le monde sont là, sont aussi en feu. Puis c'est drôle qu'on parle de Seigneur des Agneaux, parce que pour moi, en ce moment, depuis une couple d'années, c'est quasiment ma tune préférée dans le show, juste à cause de quand on drop, puis qu'on fait chanter les la à tout le monde. Ah, yeah. Fait que pour moi, c'est drôle parce que je joue quasiment rien. Mais ce bout-là dans le show, d'entendre la foule chanter les la-la-la, puis il y a des fois qui sont forts, là. Puis pour moi, c'est comme, man... Pour être dans la foule, c'est intense. Ouais, c'est très cool, tu sais. J'ai un bon souvenir au Club Soda, là, pour les Franco, là. Ouais. C'est l'année où ma fille avait fait du body surfing aussi. Fait que ça aussi, ça a été un moment où j'ai dû travailler avec maman pour qu'elle accepte qu'on fasse le stunt. Mais, tu sais, ça s'est bien passé. Une fois qu'elle a suivi son cours de sniper, elle était plus rassurée, mettons. Fait que, mais de voir la face à Mathilde, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'elle, tout ce qu'elle se souvient de ça, c'est que oui, elle a fait ça,
mais elle se souvient juste que quand elle est venue me voir après, j'étais tout trempe, c'était dégueulasse. Fait que, C'est plus percutant. ouais, c'est ça, tu sais, c'est que, ah, OK, mais c'était-tu le fun? Oui, oui, mais t'étais dégueulasse. Ah, OK. Fait que, le referais-tu? T'es rendu à 12 ans, hein, fait que c'est différent à ce niveau-là. Là. Ah ouais. Hein? Ah non. Bon. Ouais, fait qu'on justement, on va parler un peu de cette chanson-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir parler d'un sujet comme ça à travers Écoute, je me ce souviens même concept-là? plus. Je me souviens même plus à la base c'était quoi l'air original de la tune qu'on s'était donné, parce que quand on a créé ces tunes-là, on a quand même fait beaucoup pour le concept de l'album Monstre. Fait que souvent, il y avait des tunes qui avaient des titres comme Mettez des bombes dans mes oreilles, on l'appelait Exterlica, parce que pour nous autres, ça sonnait comme un peu Metallica. On avait Saint-Paul, ben c'était Bessic. OK. Le refrain, c'était Ton bicycle vaut pas de la boîte, je l'aime pas Ouais. ton bicycle. La seule chose qu'on a gardé de ça, c'est l'allée 22 du Canadian Tire, tu sais. Fait qu'il y avait tous des titres, puis c'est ça, je me souviens plus, Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait comme concept de base, mais tu sais, c'est arrivé à peu près au moment où justement le monde réalisait l'ampleur de ce que Picton avait fait. Puis en même temps, il y a eu pas longtemps après, j'essaie de voir c'est quelle année. Ça doit être cette année-là, parce qu'on a sorti l'album en 2008. Puis il y a eu vraiment le bout là, où Tim McLean s'est fait attaquer dans le boss par quelqu'un, puis qu'il a bouffé comme. Il s'est mal bouffé devant tout le monde. Puis tu fais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air de Vancouver là, pour que tout ça se passe, le one shot? Fait que. Puis c'est ça. Après ça, on s'est mis à faire un peu nos recherches, puis de voir que. Puis en même temps, on voulait prendre une tournure peut-être un peu plus sérieuse dans nos paroles. Fait que je me souviens que Jess, il avait fait une partie des devoirs, puis là, c'était comme, bon, ben OK, on parle-tu de tout ça? Parce qu'en même temps, c'était quand même un sujet qui était touché, gros. Ouais. Ben, est-ce que tout le monde l'assume? Fait que ça a comme été ça. Puis là, ben, c'était un peu de même que la création de la toune. Mais tu sais, de voir tout ça qui se passait en même temps, puis au niveau de l'intensité, on s'est dit, OK, on peut pas laisser ça de côté. Puis là, ben, c'est un peu ça aussi, tu sais, le clip, on a reproduit un peu cette portion-là. Avec les filles dans la limousine, puis que là, il arrive à. Mais c'était ça aussi. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se dire, ben, tu sais-tu quoi? Moi, je pense que je vais m'attaquer à des prostituées, puis je vais aller faire disparaître dans ma porcherie, ça va être magique. Ouais. Tu sais, là, c'est pas comme dire, ah, je vais te faire un petit gâteau, puis ça va être super, je te fais un flan aux fraises, puis tu vas adorer. Il faut vraiment qu'il y ait des fils quelque part là, qui se touchent, puis qu'il y ait, je vais le dire de même, qu'il y ait un major fuck-up. Puis en même temps, ce gars-là, t'es brillant quelque part parce qu'il a réussi à s'en tirer longtemps. Longtemps, puis il y en a beaucoup qui n'ont jamais été prouvés aussi. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, combien qu'il reste de corps qu'ils n'ont jamais découvert, puis de personnes qui n'ont jamais la certitude, tu sais, que leur ami, enfant, peu importe, est vraiment décédé. Fait que c'est ça qui est comme weird. Puis c'est ça. Je sais que ça l'a fait bien de bruit, ça aussi, là, quand ils n'ont pas poursuivi pour les autres crimes qui auraient pu être accusés. Ouais. Ça a fait vraiment réagir les familles. Puis, hey, mais de chercher tout ça, puis tu sais, ils ont quand même euthanasié une partie des parts aussi pour faire les analyses. Puis, fait que ça avait été gros. Je peux juste imaginer le monde dans le dossier. Puis lui, il devait rire en quelque part en se disant, man, je m'en suis tiré pas pire, ils trouveront pas à moitié. Puis, mais écoute, c'est ça. Tu sais, t'avais Magnota aussi, je pense qu'il était un peu dans ces années-là. Fait que, c'est ça. Tu te dis, qu'est-ce qui passe dans la tête du monde pour faire ça? Puis là, ben, comment t'amènes ça pour que le monde chante? Ben, c'est là l'idée des moutons est arrivée, puis là, ben, le décompte. Qui fait penser un peu à Saute-Mouton, puis... Ben, tu sais,
sais, des moutons, t'es comptes, mais jamais tu t'attends à. Tu fais juste les compter, ils passent, puis c'est ça. Fait que c'était un peu ça. C'était comme, bon, ben, les moutons passent, puis on laisse ça aller, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que c'est ça. Ça a été, grosso modo, ce tune-là, ça a été un peu ça. Pour nous autres, ça a été un essai, vu qu'on était peut-être plus juvénile à l'époque au niveau des paroles, tu sais. Je pense que le plus gore qu'on avait parlé, c'était de Paulette qui mangeait ses bébés hamsters. Fait que c'est ça. On est ailleurs. Ben, c'est ça. Fait que là, Mais il y avait vraiment de quoi de différent à ce niveau-là dans le concept de l'album Monstre au complet. Là. Ouais, ben, c'est ça. On a pris une chance. Tu sais, pour vrai, il y a tellement de tunes. Il y en a que je peux te dire, ben franchement, je connais pas toutes les paroles. Puis je les apprends quand j'entends Brouillard la chanter. Puis je fais, ah, c'est ça qu'il dit, là. OK. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été un gros projet. Ça a été un cool projet. Puis c'est ça. On a vraiment essayé là, de mettre les bouchées doubles, si tu veux, là, tu sais, pour essayer de se démarquer au Québec aussi. Puis je pense qu'avec cette tune-là, entre autres, on a réussi. Est-ce que vous aviez eu peur un peu de la réaction de cette chanson-là? Comment que ça allait être reçu avec le clip qui est quand même choquant aussi? Le message qui passe au début du clip, c'est au début ou à la fin, là, je ne me rappelle plus exactement. Tu sais, que vous expliquez un peu l'histoire de la chanson aussi. Ouais. Ben, en même temps, je pense que c'était de conscientiser le monde que ça allait exister parce que en 2008, les fans d'Extérieur avaient peut-être 14, 22. Fait que tu dis, ben, ceux de 14 ans en sont peut-être moins au courant de ce qui se passe avec ça. Fait que des conscientiser à savoir pourquoi tu chantes des moutons. Puis que les noms qui sont dits dans la toune, ben, c'est des vraies personnes qui ont soit qui ont subi ou qui ont agi d'une certaine façon. Fait que oui, en même temps, tu dis tout le temps, ben, le monde, tu sais, vont-tu l'accepter? Puis c'est là on a même hésité un peu au niveau, là, tu sais, clip-wise, puis tout ça, mais on savait que si on sortait le clip pour cette tune-là, on visait un peu dans cette lignée-là. Fait que même si, tu sais, là, dans le clip, supposément que l'autre puis moi, on est des anges pour les protéger, mais Brouillard aussi, c'était un peu un clin d'œil à je pense que c'est City of Angel avec Nicolas Cage, là. C'était un peu ça qui était voulu du concept, mais le fait qu'il faisait moins 40 la journée qu'on a tourné ça, il y a des choses qui ont changé un peu. Là. Ouais. Ça a donné un autre aspect. Disons qu'il y a des scènes qu'il fallait tourner vite. Quand on a fini les scènes de l'animaux, les filles étaient comme, oui, on peut-tu... Aller s'habiller. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'il y en a comme Kim qui fait celle qui est complètement démolie, là. T'es pas grosse à l'époque, là, Kim, fait que elle est habillée comme elle était habillée, à moins 40. Tu sais, toutes les autres filles aussi, là, c'était... Ouais, c'est ça, il représentait les prostituées, fait qu'il était habillé court, puis... Ouais, la limo représentait un peu Picton en voulant dire, bon, ben, t'es en bac, puis eux autres sont contents, ils pensent qu'ils s'en vont à un party, parce que c'était ça aussi, Picton, là. Ouais. Il fait pas juste les kidnapper pour dire, je vais te tuer. Tu sais, leur faisait quand même s'il était laid comme un cul, il faisait quand même une... tu sais, il les courtisait d'une certaine façon, pour dire, ben, viens-t'en. Puis les filles, ben, eux autres, un, c'est leur métier. Puis deux, ils font comme, ben, il a l'air inoffensif, mais en bout de ligne. Bienvenue chez le diable en personne, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Tu finis comme une poche de moulin, là. Fait que, non, c'est. Ouais. C'est fucké. On va le dire de même, là. Je pense qu'on peut dire ça de même. Ouais. Wow, c'est assez weird. Ouais. Non, c'est. J'ai trouvé ça le fun un peu aussi, justement, comment que vous avez tourné ça, tu sais. Puis on comprend. Tu sais, même moi, je me rappelle, j'étais. 2008, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Puis. Tu me fais mal. J'avais, tu sais, tout de suite, on comprenait ce qui se passait, tu sais, même sans trop se renseigner, on comprenait avec aussi le clip. Moi, je me rappelle de voir le clip à Musique Plus pour la première fois que j'ai entendu cette chanson-là. Puis,
de suite, tu comprends, même avant de voir le message, que ouais, les moutons, c'est les femmes, puis il se passe de quoi, là, tu sais. Puis Ouais. avec la shot à la ferme à la fin, où si la porte se clenche, tabarnak. Ouais. Puis c'était, tu vois, c'est ça le clin d'œil qu'on a voulu faire dans la ferme. Le gars qui l'a fait, il s'appelle Bruno. Puis ça nous prenait quelqu'un qui avait quand même une bonne shape, mais il fallait pas que ce soit. Tu sais, ça aurait pas pu être moi, mettons. Mhm. Fait qu'on a vraiment trouvé quelqu'un qui avait la shape. On s'est arrangé pour que ça donne le look de oh fuck, puis que c'est ça, c'est que ça fasse réfléchir. Puis, mais je me souviens, tu sais, quand on envoyait nos clips à Musique Plus, on avait toujours des bonnes réceptions du monde là-bas. Mais je pense que quand on a sorti, mettons, Complot, mais celui-là aussi, le monde a vraiment resté surpris de la qualité qui pouvait sortir parce que, on ne se le cachera pas, là. C'est des Brouillard, Brouillard, Jess puis Lutz ont étudié là-dedans en multimédia. Jess, il en fait encore, mais il a mangé de tout ça. Fait que lui, c'était comme, qu'est-ce que je peux réaliser? Puis que ça allait un effet long terme, tu sais. Fait que... Mais il y a eu une tournure, tu sais, avec Omerta aussi, qui était... Ça a été tourné la même fin de semaine, hein. Ah ouais? Pendant qu'on Productif. tournait, on a tourné les shots, puis là, il faisait fret. Puis là, on s'est mis à tourner Omerta, mais on s'est mis à tourner Omerta. Tu sais, mettons, où moi je joue du drum, c'est dans un verger, chez de la famille à Jess, chez sa cousine. Puis dans la maison, on t'a préparé le décor pour Omerta. OK. Fait que, ouais. Extérieur, quand on faisait des clips, là, ça pouvait être soit le fun, soit dur. Ça a souvent été dur parce qu'on faisait 2 clips dans la même fin de semaine. Rentabiliser le Seigneur des temps. Agneaux, on a commencé, je pense, à 1h de l'après-midi, puis on a fini, il devait être 7h le lendemain. Fait que, tu sais, un peu comme Campanile. Campanile aussi, ça avait été un long tournage, puis le lendemain, on jouait à Sherbrooke. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que... mais on le faisait parce qu'on y croyait. On y croit encore, mais on voulait donner quelque chose qui a de l'allure. On voulait pas juste être un clip boboche. Non, ouais. Ah, mais c'est là aussi que tu vois, ça vaut la peine au band, tu sais, c'est de quoi qui revient souvent dans les entrevues que je fais, tu sais, que ça vaut la peine d'investir, d'avoir un look professionnel, tu sais, puis Ouais. à cette heure, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a un moyen aussi de le faire sans que ça te coûte une fortune, là, tu sais. Parce que dans le temps, ça même, j'essaie de me souvenir, là, mais je pense que ça a été tourné. Ouais, ça a été tourné en pellicule. Ça coûtait cher la pellicule dans le temps, là. Ah oui, oui. Fait que tu t'arrangeais pour être prête. Tu veux pas faire trop de prises. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, là, la scène des filles dehors, puis vu qu'il faisait froid aussi, le matériel, fragile. des fois, il fallait faire attention. Mais, fait que moi, c'était de la pellicule. Il me semble que c'était 30 cents du carré ou une affaire de même. Fait que ça aussi, ça montait vite. Puis c'est pas comme les caméras aujourd'hui où c'est que tu es capable de faire un playback puis voir de quoi ça a l'air puis de dire, ben, OK, ça marche ou ça marche pas. Fait que c'était vraiment, on espère que ouais, on espère que tout est bon, là, tu sais. Puis, tu penses qu'elle a eu quel impact sur le groupe, cette chanson-là? Ben, quel impact? Écoute, je pense que le fait qu'on la joue encore en show, en fait, c'est peut-être plus l'impact sur les fans. Tu sais, selon moi, ça fait partie des tunes, je pense qu'on n'a jamais retiré d'un setlist. Même si on fait un show d'une demi-heure, on dirait que cette tune-là, il faut la faire. Il y a quelque chose pour nous autres de la jouer. Il y a quelque chose pour le monde de la chanter puis de l'entendre. Fait que je pense que ça fait partie, là, mettons là, qu'on parle dans le top 8 des grosses tunes d'extérieur, là, que c'est quasiment un incontournable, ben, elle en fait partie. Ah, ça, c'est... on peut pas débattre contre ça, je pense. Non, c'est ça. Je pense qu'on pourrait même s'en tirer sans jouer complot ou jouer, mettons, bombe, mais on dirait que cette tune-là, on pourrait pas.
Parce que, on a joué la seconde un bout de temps en show, mais il y a des fois, on l'enlève, puis il y a zéro problème. Omerta, c'est la même chose. Il y a des soirs où on décide, mettons, de ne pas la jouer, soit que Martin n'est pas en forme ou qu'on on la sent juste pas, fait qu'on fait, bon, ben, à soir, on va la skipper. Mais Seigneur, on dirait que tout le monde dans le band fait, on est-tu là, là? OK, on y va. Puis au début, on avait peur parce que vu que Dom, il chantait le bout rapide que Jess faisait, on se demandait comment que le monde allait, la perception. Mais je pense que Dom, il fait une bonne job à ce niveau-là. Fait que ça fait en sorte que pas que le monde n'y voit que du feu, là, parce que Dom n'est pas Jess, Jess n'est pas Dom non plus. Mais je pense que Dom fait une bonne job à ce niveau-là pour que les fans puissent apprécier autant la toune. Ah, il fait une bonne job, Dom. Je pense que oui. En tout cas, quand il le fait pas, on y dit. Oh, pris une bière de trop, Dom, non? Ben, ça va, Dom? Ouais. OK. All right. Sur ça, ben, je pense que ça fait un peu le tour du sujet que je voulais te parler, Dan. Cool. Merci beaucoup de ton temps encore. Ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Puis au plaisir de te rejaser ça bientôt. Certainement. Yes. Bonne soirée à toi. Hey, toi aussi, là. Yes, bye. Ciao.